J'ai conçu la présentation de ce soir comme une enquête, justement, avec quelques dossiers d'études consacrés à l'atelier de peintre des Yacuerio, un atelier de peintre actif dans l'ancien duché de Savoie, du XIVe au XVIe siècle, mais c'est du XVe siècle que nous allons parler ce soir. J'ai plus précisément sélectionné 2 cas d'études qui permettent, selon moi, d'apporter un éclairage inédit aux dynamiques de travail de l'atelier de Yacuerio, auquel j'ai donc consacré mon doctorat en histoire de l'art médiéval à l'Université de Genève. En préambule de cette enquête, donc quelques considérations introductives pour ancrer le sujet dans son contexte, pour celles et ceux d'entre vous qui le connaîtraient peut-être un peu moins bien, malgré le fait qu'il s'agisse d'un sujet très genevois. Depuis le début du XXe siècle, les historiens de l'art qui se sont intéressés à l'ancien duché de Savoie ont dû composer avec la dynastie de peintres des Yacuerio. Je vous mets à l'écran une carte du duché de Savoie au milieu du XVe siècle, sous Amédée VIII, pour que le contexte géographique dans lequel nous allons naviguer ce soir soit peut-être un peu plus évident. Les documents d'archives conservés à Turin sont en effet très bavards au sujet de la famille Yacuerio. De père en fils, ces peintres d'origine turinoise semblent bien occuper une place particulière dans le paysage artistique savoyard, mais aucune œuvre mentionnée par les sources n'est conservée au moment où l'intérêt pour les Yacuerio commence à se dessiner. C'est en 1914 qu'une fresque signée par Giacomo Yacuerio est découverte dans l'église de Saint-Antoine de Ranvers, à proximité de Turin. Cette œuvre, comme toutes les œuvres auxquelles nous avons accès pour le corpus de Yacuerio, n'est pas mentionnée dans des documents d'archives. La signature que vous voyez à droite, à l'écran, comporte les mots suivants. Donc, sur l'image générale, elle se situe ici, juste en dessous du blason. Je crois que vous ne voyez pas le pointeur à l'écran, malheureusement. Donc, elle se situe juste en dessous du motif central de la Vierge à l'enfant. Et la signature comporte les mots suivants. Picta fuit ista capella per manum Jacobi Yacueri de Taurino. Cette chapelle a été peinte par Giacomo Yacuerio de Turin. Cette signature représente un document exceptionnel pour les historiens de l'art qui tentent alors de reconstituer l'identité artistique des territoires savoyards. En découvrant le style dans lequel peint Yacuerio grâce à la fresque signée de Ranvers, des liens avec la production artistique contemporaine commencent à se dessiner. Les confrontations vont pouvoir couvrir les 50 années sur lesquelles s'étend la carrière de Giacomo Yacuerio, dont les sources nous parlent entre 1404 et 1453, soit sur près de 50 ans. Ici, une diapositive qui permet de localiser les œuvres attribuées aux peintres, avec 3 œuvres à Genève, réparties entre 1411 et 1445, et bien 8 œuvres qui se trouvent, elles, à Turin et dans les alentours, des œuvres que l'on peut dater entre 1415 et 1435 environ. Les attributions de ces œuvres, qui constituent le corpus yacuérien, un corpus de 11 éléments, ces attributions datent de 1914 et elles vont jusqu'à aujourd'hui, certaines d'entre elles étant pour l'instant inédites. C'est le cas, par exemple, de la Vierge à l'enfant que vous voyez en haut à droite, qui se trouve au château de la Manta à Salus, dans les environs de Turin, qui était une des attributions inédites proposées dans le cadre de ma thèse de doctorat. Les documents d'archives mentionnent à plusieurs reprises le travail de Yacuerio pour la cour de Savoie. Amédée VIII devient le premier duc de Savoie en 1416 et il disparaît en 1451. Amédée VIII et Yacuerio sont donc parfaitement contemporains. Le mécénat d'Amédée VIII est un des prismes à travers lesquels l'activité de Yacuerio peut être appréhendée, et c'est d'ailleurs une direction très fertile qui a souvent été prise par la recherche. J'y reviendrai en conclusion de ma présentation, mais les liens entre le duc de Savoie et les cours princières du royaume de France, auxquels il est lié aussi bien par des liens familiaux que politiques, permettent d'envisager les horizons vers lesquels regardent les artistes que recrute le comte puis duc de Savoie, artistes parmi lesquels se trouve Yacuerio.
Ces quelques éléments préliminaires posés, soit une œuvre signée par un artiste dont on connaît les dates d'activité, la première moitié du XVe siècle, et un contexte élargi au sein duquel inscrire les œuvres analysées, l'ancien duché de Savoie, je vous propose d'ouvrir sans plus attendre le premier dossier jacquérien que je souhaite vous présenter ce soir. Au sein du corpus jacquérien, le décor du chœur de Saint-Antoine de Ranvers n'a pas toujours eu la place qu'il devrait avoir. C'est pour cela qu'il me tenait à cœur de le présenter aujourd'hui. C'est un dossier dont on fait trop souvent abstraction, malgré le fait que ce soit la seule œuvre signée par Jacquerio. Cette fresque signée prend donc place à Saint-Antoine de Ranvers, une des églises les plus importantes de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Antoine à la fin du Moyen-Âge. Donc je vous montre d'autres détails de la fresque signée, mais on aura l'occasion de les voir sur différentes diapositives. La maison mère de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Antoine se trouve à Saint-Antoine-l'Abbaye ou Saint-Antoine-en-Viennois, en Isère, à l'ouest de Grenoble. Ranvers est une des préceptories générales de cet ordre des Hospitaliers et elle a donc un certain prestige, ce dont témoignent tout à fait les différents décors qu'elle reçoit au fil des siècles. La fresque du chœur de Ranvers, qui a été découverte en 1914, se présente ainsi. Comme vous le voyez, elle occupe les deux parois du chœur de Ranvers. La paroi nord, que vous voyez à gauche, sur laquelle la signature de Jacquerio est inscrite, a pour motif principal la Vierge à l'enfant, entourée du commanditaire de l'œuvre, que vous voyez à ses pieds. Elle est également entourée de saints qui se répartissent autour des deux fenêtres, et enfin de prophètes qui sont peints à mi-corps dans le registre inférieur. Le trône de la Vierge est placé sous un baldaquin dont la structure architecturale est décrite avec beaucoup de soin par Jacquerio, intégrant des effets de profondeur. Sur la paroi sud, donc la paroi qui lui fait face, ce sont les histoires de saint Antoine d'Égypte, le patron des Hospitaliers, qui constituent le motif principal. Le récit de la vie du saint, qui se déployait à l'origine en 11 scènes, vous voyez qu'un bon nombre de scènes sont aujourd'hui fragmentaires, voire complètement effacées. Le récit de la vie du saint, donc, est complété par une procession en l'honneur de saint Antoine Ermite sur le registre inférieur. Et se trouve également sur cette paroi sud une représentation de l'homme de douleur, soit le Christ entouré des symboles de la Passion qui émergent à mi-corps du tombeau. J'ouvre ici une brève parenthèse pour préciser que les Hospitaliers de Saint-Antoine étaient réputés pour soigner l'ergotisme, également connu sous le nom de feu de Saint-Antoine ou ignis sacer, le feu sacré. Cette maladie résultait de l'ingestion d'ergot de seigle, donc le seigle contaminé par un champignon, l'ergot, et les symptômes de la maladie s'apparentaient à des brûlures, avec les membres des malades qui pouvaient également se gangréner. Des hallucinations étaient également fréquentes chez les victimes de l'ergotisme. Les soins que prodiguaient les Hospitaliers de Saint-Antoine comprenaient un régime carné, à base de porc principalement, afin d'éviter la consommation de céréales contaminées. La graisse de porc entrait par ailleurs dans la composition du baume de Saint-Antoine, employé pour soulager les symptômes cutanés de la maladie, un baume dont la recette est restée secrète. J'insiste ici sur le rôle et la fonction des Hospitaliers de Saint-Antoine ainsi que sur le programme iconographique des peintures, car ils participent vraiment à une étude complète de ce premier groupe d'œuvres du catalogue de Jacquerio, qui, comme je l'ai déjà dit, est un groupe d'œuvres qui n'a pas véritablement fait l'objet d'une étude approfondie, malgré le fait que ce soit la seule œuvre signée par l'artiste. Les interprétations iconographiques des fresques du chœur de Ranvers ignorent pour la plupart le contexte spécifiquement antonin pour lequel les peintures ont été réalisées. Sur la paroi signée, pourtant, chacun des saints qui entoure la Vierge à l'enfant est facilement identifiable, soit grâce à ses attributs, soit grâce à l'inscription que l'on peut encore lire sous la représentation. Se succèdent ainsi, de gauche à droite, Saint-Michel, archange qui terrasse le démon, qui est malheureusement très endommagé. Dans les ébrasements de la première fenêtre, nous voyons Saint Jean-Baptiste et Saint Antoine Ermite.
Dans la seconde fenêtre, les saintes Marthe et Marguerite, chacune d'entre elles dominant un dragon. Et enfin, tout à droite de la composition, les évêques Nicolas et Martin. Tous ces saints étaient invoqués pour soulager des maux dont souffraient les victimes de l'ergotisme. Je vous mets à présent une suite de détails, de vues détaillées des différents saints. On sait par exemple que Saint Michel Archange était un intercesseur privilégié face aux possessions diaboliques dont on croyait atteints les malades de l'ergotisme, qui sont en réalité sous l'effet hallucinatoire de l'ergot. On s'en remet à Saint Jean-Baptiste en cas de convulsion. Les saintes Marthe et Marguerite sont implorées lors de problèmes rénaux qui peuvent découler de l'ingestion de céréales parasitées. Et Saint Martin, le premier des deux saints évêques que vous voyez à droite, est sollicité quant à lui dès le Xe siècle pour soigner le feu de Saint Antoine, car il calme les coliques hépatiques. Comme l'ergotisme sévit lors de crises de famine, durant lesquelles on ingère des céréales dont on sait qu'elles sont contaminées, car l'ergot de seigle est visible, c'est un champignon que l'on voit sur les céréales, la dévotion à Nicolas de Myre, donc le dernier saint qui clôt cette série, se justifie par l'assistance que le Saint-Évêque porte aux populations qui affrontent justement des périodes de disette. Quant au saint patron des hospitaliers, que vous voyez, la luminosité n'est pas très bonne, mais il est au pied de la Vierge, vêtu de noir et malheureusement acéphale, on a perdu son visage. Le commanditaire des peintures est présenté par saint Antoine d'Égypte qui se trouve dans l'ébrasement de droite de la première des deux fenêtres. Des témoignages de la dévotion propre à la sphère des Antonins sont bien entendu également présents sur la paroi sud, autour de la niche dans laquelle se trouve l'homme de douleur, une procession qui s'achemine en direction du maître-autel rend honneur au Saint-Ermite. Les dévots, donc les dévots de saint Antoine d'Égypte, rendaient hommage au saint guérisseur par le don de bétail et notamment par le don de porc, donc un animal que les Antonins avaient le privilège d'élever et qui occupait une place capitale dans la thérapie qu'ils prodiguaient, comme je l'ai signalé. Élément essentiel du programme qui se déploie dans le chœur de Ranvers, le récit de la vie de saint Antoine commémore lui aussi les missions d'accueil et de soins des hospitaliers. Enfin, l'homme de douleur entouré des symboles de la Passion peut se lire en correspondance du Christ enfant qui est dans les bras de la Vierge sur la paroi signée. La venue du Christ est annoncée par les prophètes de la paroi nord et le sacrifice du Fils de Dieu est ensuite illustré à travers l'image du Christ défunt. C'est un programme d'une grande cohérence iconographique qui orne les deux parois du chœur de Ranvers. La variété des sujets peints ainsi que les différences de style dans lesquels sont exécutées ces peintures ont longtemps favorisé une datation du décor à des périodes distinctes. Pourtant, je crois que la cohérence de ce programme iconographique, qui peut vraiment se lire comme un ensemble, va véritablement dans le sens d'une campagne artistique unique. Pour moi, plutôt que de voir des œuvres de jeunesse puis de maturité de Iacquerio dans le chœur de Ranvers, il semble légitime, d'une part, de réfléchir en termes de travail collectif. Les proportions du décor du chœur laissent en effet difficilement envisager qu'un seul artiste ait été responsable de la réalisation des peintures. D'autre part, les périodes auxquelles il a été envisagé de situer l'exécution en plusieurs temps du décor, de sorte à ce qu'elle puisse rendre compte de différentes périodes d'activité de Iacquerio, ces périodes ne sont pas forcément compatibles avec l'histoire de la préceptorie de Ranvers. Il faut en effet attendre 1415 environ pour que l'Église antonine soit suffisamment stable économiquement pour qu'elle investisse dans la réalisation d'une entreprise telle que le décor de son chœur. Avant cette date, il est très difficile d'envisager que de grands chantiers soient entrepris à Saint-Antoine de Ranvers. Des recherches en archives à Turin, mais aussi à Lyon, m'ont permis, dans le cadre de ma recherche de doctorat, de confirmer une piste de datation dans ce sens, pour l'ensemble des fresques du chœur. Une datation autour de 1415 n'avait auparavant été retenue que pour la Vierge à l'enfant signée et sur des bases stylistiques principalement. Si on met ensemble les arguments iconographiques et les arguments documentaires et qu'on ajoute à cela des arguments stylistiques,
on peut, selon moi, envisager une datation unique autour de 1415. L'Antonin commanditaire du décor du chœur de Ranvers serait alors Jean de Pollet. Voilà. Serait alors Jean de Pollet, qui dirige la préceptorie de Ranvers sans interruption entre 1411 et 1427, en s'assurant que des moyens financiers considérables reviennent à la préceptorie. C'est donc lui qui apparaîtrait au pied de la Vierge. On ne voit malheureusement plus sa tête, comme je le mentionnais tout à l'heure, et le blason qui se trouve au-dessus de la signature a malheureusement été effacé, mais d'autres indices convergent pour identifier Jean de Pollet comme le commanditaire des peintures du chœur de Ranvers. Voyons maintenant ce qui caractérise le langage de Jacuério, qui signe le décor du chœur de Ranvers autour de 1415, et ce qui distingue son travail de celui de ses collaborateurs d'atelier. La capacité de Jacuério à s'exprimer dans un langage très plastique, avec une facilité à intégrer des effets illusionnistes aux matières représentées, est selon moi un trait distinctif de son art. Cela se combine à un intérêt marqué pour le traitement des expressions faciales. Les personnages peints par Jacuério parviennent à transmettre, selon moi, les émotions que leur a insufflées l'artiste. Ces dimensions très plastiques et expressives s'observent particulièrement bien dans les trois comparaisons que je vous propose à l'écran, qui sont tirées des prophètes de la fresque signée ou encore de l'homme de douleur. Par contraste, de la Vierge à l'enfant se dégage toute la douceur et la tendresse qui peuvent être associées à ce thème iconographique. La capacité de Jacuério à naviguer dans ces différents registres expressifs est, selon moi, bien visible à travers ces trois images. Plus rarement examinées de près, du fait de leur état de conservation, mais aussi de leur emplacement, les histoires de saint Antoine qui font face à la fresque signée présentent d'autres caractéristiques. Il y a bien entendu des questions d'échelle dont il faut tenir compte, puisque ces vignettes narratives découpent la paroi de manière complètement différente par rapport à la fresque signée qui abrite des décors de plus grandes proportions. Force est pourtant de constater que la conception spatiale est peu élaborée dans certaines scènes des histoires de saint Antoine, avec des bâtiments qui semblent écrasés, et que les visages présentent un aspect assurément aplati, avec des expressions souvent lunaires, qui sont empreintes parfois d'une naïveté enfantine. Face à ces contrastes, l'explication la plus plausible m'a paru celle de l'implication d'un collaborateur jacuérien dans le chœur de Ranvers. Tandis que Jacuério signe la paroi avec le commanditaire, un peintre de l'atelier travaille principalement sur le mur sud, où la partie supérieure des histoires de saint Antoine doit être de son fait. Jacuério le rejoint très probablement dans l'exécution d'autres scènes du récit hagiographique, où son empreinte est plus facile à déceler. Je trouve intéressante particulièrement la comparaison entre la scène entière que vous voyez avec la mise en terre de saint Paul par saint Antoine d'Égypte, où saint Paul, dont vous voyez le visage en haut de la diapositive, a des traits vraiment figés, donc les traits d'un être humain qui est mort, qui a les traits vraiment tirés, un teint grisâtre. Donc on voit qu'il y a vraiment un travail assez abouti. Et dans la vignette à droite, qui est une scène de prédication de saint Antoine d'Égypte, une scène fragmentaire, on peut observer que les visages sont traités très différemment, avec un aspect beaucoup plus lisse, un aspect beaucoup plus écrasé. Et donc cela peut rendre compte, selon moi, de la collaboration de Jacuério et d'un des peintres de son atelier, donc deux peintres qui travaillent de manière différente, mais qui travaillent tout de même ensemble. La cohabitation de ces deux manières de peindre peut également être observée dans la chapelle de la Vierge, qui se situe à gauche du chœur, toujours à Saint-Antoine de Ranvers. Ces peintures étaient déjà connues lorsque le décor du chœur a été dégagé en 1914. Ici encore, c'est le plus souvent l'hypothèse d'une datation en deux temps qui a été envisagée par la critique. Certaines scènes dénotent en effet l'intervention d'un artiste qui dépeint avec aisance des expressions travaillées ou des drapés qui sont modelés avec beaucoup de finesse. Je vous propose là la comparaison entre un des apôtres qui assiste à la dormition de la Vierge et un des prophètes du registre inférieur de la fresque signée.
Cette comparaison m'intéresse pour la volumétrie des drapés et le travail d'ombre que le peintre arrive à réaliser sur les textiles. Sur une autre scène de la chapelle de la Vierge, où l'évêque Saint-Eutrope est représenté, il est intéressant de comparer le traitement de son visage à celui, par exemple, d'un des prophètes de la fresque signée dans le chœur, dont on ne conserve qu'un lambeau. Vous voyez que le travail sur les carnations est, je trouve, similaire, avec des rides d'expression qui sont assez creusées et vraiment tout un travail pour varier la couleur de la carnation des personnages représentés par l'artiste. D'autres éléments du décor de la chapelle de la Vierge sont en revanche empreints d'une certaine rigidité et les physionomies des personnages sont excessivement proches de celles des protagonistes des histoires de saint Antoine. Dans l'adoration des bergers, l'adoration des rois mages et la présentation au temple, je vois à l'œuvre le même collaborateur qui intervient dans les histoires de saint Antoine du Cœur. Malgré une plus grande aisance dans des scènes de format moins réduit, les personnages que réalise ce collaborateur de Iaquerio demeurent quelque peu rigides, statiques. Un autre signe révélateur que l'on peut voir dans la scène de la présentation au temple est le profil de Marie, donc que vous voyez à gauche, qui pour moi, et là il faut un peu me croire sur parole pour avoir zoomé sur des images de meilleure qualité que celles que vous pouvez voir à l'écran, le profil de Marie est assez similaire à celui de la sœur d'Antoine que vous voyez dans ce détail des histoires du saint. C'est surtout ce travail sur la paupière qui est très similaire, avec un aspect un peu boursouflé, mais aussi une paupière qui arrive assez loin sur la tempe et que l'on retrouve tout à fait dans la Vierge de la présentation au temple. Pour la chapelle de la Vierge, l'intervention de Iaquerio et du collaborateur avec lequel il travaille dans le chœur doit selon moi être ramenée aux mêmes années que la fresque signée, soit autour de 1415. Ces deux ensembles peuvent donner un aperçu du travail de l'atelier dans la phase la plus précoce de son activité qu'il nous est donné de connaître. L'existence de ce collaborateur jacquérien de la première heure a également été envisagée par d'autres spécialistes, notamment par Bernardo Gabrieli. Ce chercheur turinois a travaillé de manière approfondie sur la technique picturale de Iaquerio et ses enquêtes lui ont permis de constater des différences dans l'emploi de la fresque et des multiples couches picturales qui composent les œuvres jacquériennes. Bernardo Gabrieli a observé que le collaborateur de Iaquerio travaille en superposant moins de couches de peinture, réduisant ainsi la volumétrie qu'il pourrait apporter aux carnations. Iaquerio, en revanche, et de manière systématique, combine plusieurs strates picturales pour varier les carnations et leur donner une épaisseur qui est beaucoup plus palpable. On serait tenté de voir dans ce collaborateur le frère de Iaquerio, Matteo, que les sources désignent également comme peintre. Cet artiste travaillera ensuite, ce collaborateur jacquérien anonyme, travaillera ensuite sur d'autres chantiers, notamment sur les plus tardifs dont nous avons connaissance. Ce sera le cas de Saint-Gervais à Genève dans les années 1440 et dont je parlerai tout à l'heure, un chantier qui s'ouvre une trentaine d'années plus tard. La permanence de ce peintre anonyme dans les chantiers jacquériens pourrait être interprétée en lien avec son appartenance au noyau familial de l'atelier, mais en l'absence de documents confirmant que c'est bien Matteo Iaquerio, donc le frère de Giacomo, qui intervient à Renvers et à Saint-Gervais, je préfère toutefois adopter une plus grande prudence et désigner cette personnalité sous le nom de commodité de premier collaborateur de Giacomo Iaquerio. Tenter de résoudre la question des débuts de l'atelier jacquérien n'a pas été une problématique facile à démêler. Deux éléments genevois du corpus prennent en effet beaucoup de place dans la littérature, notamment du fait de leur datation antérieure aux deux décors de Renvers que je viens de présenter. Ces deux œuvres genevoises sont d'une part le Jugement dernier, qui ornait l'église des Dominicains de Plainpalais, soit une peinture détruite à la Réforme et uniquement connue par une gravure datant de 1535 environ. L'autre œuvre est le Concert des anges de la chapelle des Maccabées, aujourd'hui conservé de manière fragmentaire au musée d'art et d'histoire de Genève. Le Jugement dernier de Plainpalais avait l'immense avantage d'avoir été non seulement signé, mais aussi daté par Iaquerio.
Les spécialistes s'interrogent pourtant encore quant à la transcription correcte de la date intégrée à la signature. Yaquerio a-t-il réalisé cette œuvre en 1401, ce qui en ferait sa toute première œuvre documentée, ou en 1411 ? La gravure que vous voyez sur la diapositive reporte Haec depinxit Jacobus Yaqueri de Civitate Taurino, anno domini millesimo quattrocentesimo primo, donc en 1401, Giacomo Yaquerio, citoyen de Turin, aurait réalisé cette peinture, mais il s'agit probablement d'une mauvaise lecture de la date qui devait initialement être inscrite en chiffres romains. Je suis pour ma part plutôt partisane d'une exécution en 1411, une date à laquelle Yaquerio est documenté comme habitant de Genève et travaillant au service d'Amédée VIII, alors comte de Savoie. À cette date, les sources nous disent que Yaquerio est rémunéré pour la réparation de 2 peintures sur bois destinées au prieuré de Ripaille, et il livre également au comte de Savoie 2 images de Saint-Maurice, peut-être des sculptures. Une commande pour les dominicains se conçoit alors aisément en lien avec la présence de Yaquerio à Genève en 1411, lorsqu'il est notamment au service d'Amédée VIII. Le comte de Savoie résidant régulièrement chez les frères prêcheurs de Plainpalais, son entremise aurait pu favoriser l'intervention de Yaquerio. Au-delà de ces considérations liées au réseau de commanditaires de l'artiste, le fragment de jugement dernier ne peut éclairer des problématiques relatives à l'identité artistique de l'atelier, puisque la gravure de 1535 s'exprime dans un langage qui n'est plus celui de l'œuvre d'origine. À Genève, le début des années 1410 voit se conclure un important chantier sur le site de la cathédrale Saint-Pierre. La chapelle Notre-Dame, connue aujourd'hui sous le nom de chapelle des Maccabées, reçoit alors son prestigieux décor. Édifiée entre 1397 et 1405 pour le cardinal Jean de Brogny, la chapelle est un fleuron régional du gothique flamboyant. Elle a servi de monument funéraire au cardinal de Brogny, un prélat influent dans la résolution des schismes qui divisent l'Église entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle. Les fresques des voûtins de l'abside de la chapelle ont été déposées en 1886. Elles constituent le seul témoignage de la riche ornementation tant peinte que sculptée qu'avait reçue la chapelle. Elles constituent le seul témoignage de la riche décoration qu'avait reçue la chapelle à nous être parvenue. Les 7 figures d'anges musiciens dans les collections du musée d'art et d'histoire étaient à l'origine accompagnées de 5 autres anges, jouant tous d'un instrument différent. La chapelle est aujourd'hui surtout emblématique de l'art néogothique, dans le goût duquel elle a été restaurée à la fin du XIXe siècle. Le concert des anges a été attribué dès 1937 à Yaquerio, selon une proposition de Henri Neff. Ces arguments sont davantage documentaires que stylistiques. C'est principalement l'origine transalpine de Yaquerio et donc sa maîtrise de la fresque, et le fait que Yaquerio soit documenté au service d'Amédée VIII qui ont pris le pas sur des parallèles entre l'ensemble genevois et la fresque signée qui avait été redécouverte une vingtaine d'années auparavant. Loin de faire l'unanimité auprès des historiens de l'art, ce n'est qu'en 1979, à l'occasion de l'exposition turinoise Giacomo Yaquerio e il Gotico Internazionale, que la proposition d'attribution à Yaquerio s'impose. L'attribution et la datation entre 1411 et 1414 reposent notamment sur des recherches conduites par Théo-Antoine Hermanès et Erika Debert-Poli lors de la restauration de la chapelle et de certains des fragments des peintures des Maccabées. Des points de contact entre le cycle du chœur de renvers sont mis en évidence dans le catalogue de l'exposition de 1979 et ils n'ont depuis lors plus été remis en cause par la critique. L'état de conservation très fragmentaire du concert des anges des Maccabées est une entrave au développement d'une réflexion autour du fonctionnement de l'atelier jacquérien. Les anges musiciens ne portent pas l'empreinte d'une autre main que celle de Yaquerio, mais on se doute toutefois que pour un chantier des proportions de la chapelle des Maccabées, l'artiste n'est pas travaillé seul. Le premier dossier de recherche que je vous ai présenté, focalisé sur le décor du chœur de renvers et de la chapelle de la Vierge à Renvers, permet selon moi de révéler de manière intéressante comment envisager la répartition des forces de travail dans l'atelier de Yaquerio au début du XVe siècle. Visiblement très occupé à Renvers autour de 1415, l'atelier réalise des décors de grandes proportions dans le chœur et dans la chapelle de la Vierge.
Yaquerio et son premier collaborateur combinent leurs efforts pour répondre à la demande de Jean de Pellet, commanditaire de ces deux grands décors. Les dynamiques de collaboration au sein de l'atelier constituent un angle d'approche qui n'a pas été envisagé par la recherche jusqu'à présent. Il permet pourtant de voir comment, sur un même chantier, des tempéraments artistiques différents cohabitent. Ce que l'on pourrait interpréter comme un manque d'uniformité visuelle ou un manque de cohésion stylistique, et que l'on aurait peut-être tendance à ne pas valoriser, va en réalité être une constante sur les chantiers jacquériens. Cela s'explique peut-être, et même sûrement, par la nécessité d'avoir des équipes de travail fournies, capables de travailler selon la technique de la fresque et avec les contraintes qu'elle implique de manière efficace. Tous les acteurs concernés ne sauraient être des suiveurs stricts du maître d'atelier, imitant, dans ce cas, le langage de Giacomo Yaquerio. Mais je pense qu'il y a aussi un intérêt des commanditaires pour une pluralité de modes d'expression au sein d'une même campagne décorative. Nous verrons que Saint-Gervais en est une des preuves les plus explicites. Ayant pris le parti de vous présenter un nombre restreint de dossiers de travail ce soir, afin, je l'espère, de privilégier la qualité des analyses fournies à leur quantité, je projette à présent une diapositive de synthèse qui permet de détailler le nom des collaborateurs que j'ai pu identifier sur l'ensemble des chantiers qui constituent le corpus de Yaquerio. Nommer ces collaborateurs d'atelier est un premier pas vers l'assimilation de l'identité plurielle de la production jacquérienne. Cette démarche permet aussi d'orienter la réflexion vers l'intérêt que peut présenter un atelier offrant des modalités d'expression variées. Je vous propose ici une diapositive de synthèse avec la répartition de ce que l'on appelle le corpus Yaquerianum, selon une expression consacrée par Enrico Castelnuovo, donc un corpus non seulement de Giacomo Yaquerio, mais aussi de ses collaborateurs les plus proches. C'est pour moi un corpus qui peut être réparti en 11 notices, donc 11 notices d'œuvres, et qui doit être distribué entre 4 personnalités. Giacomo Yaquerio, le premier collaborateur que l'on a vu pour le décor du chœur de Renvers et de la chapelle de la Vierge, le maître du calvaire de la Manta et le maître des histoires de Saint-Blaise. Je n'ai malheureusement pas choisi de vous présenter dans le détail le dossier du maître du calvaire de la Manta. C'est un dossier très intéressant, un des dossiers inédits de ma thèse de doctorat qui se focalise, comme son nom l'indique, sur le décor du château de la Manta, un célèbre château pour les peintures des preux et des preuses que le château abrite dans sa salle baroniale. Et en étudiant de plus près ce décor et en m'intéressant notamment à la niche avec le calvaire que vous voyez à l'écran, j'ai pu identifier, c'est une hypothèse de travail, l'existence d'un collaborateur jacquérien qui travaille d'abord pour le décor de cette niche de la salle baroniale de la Manta et que l'on retrouve ensuite, dans les années 1420, à l'œuvre dans la sacristie de Saint-Antoine de Renvers, sacristie qui est très connue, notamment pour les évangélistes en chair qu'elle abrite, qui sont attribués à juste titre à Giacomo Yaquerio, mais surtout pour le portement de croix de Yaquerio. Donc voilà, c'est tout un dossier d'études en soi que je ne présente pas dans le détail ce soir, mais je réponds bien sûr volontiers aux questions s'il y en a tout à l'heure. Et un autre collaborateur d'atelier, mais qu'on va voir vraiment à l'œuvre dans le dossier de Saint-Gervais, est le maître des histoires de Saint-Blaise, une troisième personnalité que je propose d'inclure à l'atelier de Giacomo Yaquerio, un maître anonyme qui tient son nom de commodité du cycle le plus important qu'il réalise, à mon sens, qui est justement celui des histoires de Saint-Blaise dans la chapelle du Saint à Saint-Antoine de Renvers. C'est un maître qui est actif dès les années 1430, d'abord à Saint-Pierre de Pianette, dont je vais vous montrer une diapositive tout de suite, et puis dans la chapelle de Saint-Blaise et à Saint-Gervais, un maître qui est intéressé par le traitement de paysages détaillés, travaillé aussi en profondeur, comme on peut le voir dans la comparaison entre les histoires de Saint-Blaise et ce détail de la fuite en Égypte d'Abondance qui est contemporaine aux histoires de Saint-Blaise. Voilà. Et un autre chantier qui mériterait lui aussi un dossier en soi, qui est celui de Saint-Pierre de Pianette, où on va trouver à l'œuvre non seulement Giacomo Yaquerio, mais aussi le premier collaborateur et le maître des histoires de Saint-Blaise.
Le deuxième dossier d'études détaillé que j'ai choisi de vous présenter ce soir est donc celui de Saint-Gervais, l'actuel temple de Saint-Gervais de Genève. Je vais plus précisément vous parler, bien sûr, des fresques de la chapelle Tous les Saints, qui se situent dans les dernières années d'activité de l'atelier de Yaquerio. C'est donc un saut dans le temps d'une trentaine d'années que nous allons faire, puisque entre les peintures de Rambert et celles de Saint-Gervais, puisque l'exécution du décor de Saint-Gervais se situe autour de 1445. Le chœur à chevet plat du temple de Saint-Gervais comprend dans sa section méridionale la chapelle dédiée à Tous les Saints. Sur la paroi sud de cette chapelle, autour de l'unique ouverture qui éclaire cet espace, 4 figures votives sont encore partiellement visibles. Il s'agit de Saint-Antoine ermite, dont on ne voit à gauche de la fenêtre plus que la partie inférieure du corps, puis de Sainte Catherine, de Saint Jean-Baptiste et de Sainte Marguerite, que vous voyez dans l'image de droite. Une Vierge de miséricorde, qui réunit sous son manteau les communautés religieuses et laïques, est représentée au-dessus du renfoncement de la paroi orientale. 4 anges entourent la Madone, qui porte son regard vers l'assemblée agenouillée à ses pieds. Sur la section occidentale de la voûte en berceau, les évangélistes à l'écritoire font face à la Vierge de miséricorde. Dépeinte dans un goût très anecdotique, la scène est intégrée à une architecture habitée par différents personnages. Une multitude d'outils nécessaires à l'écriture sont disposés sur la table que partagent les 4 évangélistes. Enfin, sur la contrefaçade de la chapelle, des séraphins sont disposés le long de l'ouverture en arc brisé, au sommet de laquelle est peint l'agneau eucharistique enserré dans un médaillon. La combinaison de ces 2 motifs, séraphins et agneau mystique, renvoie à la titulature de la chapelle dédiée à Tous les Saints. Le cycle décoratif de la chapelle Tous les Saints à Saint-Gervais est redécouvert par Jean-Daniel Blavignac en 1845. Dès 1907, il est associé à l'activité d'une école régionale par Gustave de Beaumont. Tout comme Blavignac, de Beaumont situe l'exécution de la Vierge de Miséricorde autour de 1450. La présence d'Amédée VIII au pied de Marie, représentée dans son habit pontifical blanc orné des croix de Savoie, vous le voyez tout devant du groupe des religieux dans la partie gauche de l'image. La présence donc du duc de Savoie devenu pape est en effet un argument qui appuie cette datation autour de 1450. Il faut rappeler que le duc de Savoie devient pape en 1439, élu par les pères conciliaires de Bâle. Le cadre chronologique dans lequel sont comprises les peintures de la chapelle Tous les Saints ne varie que peu dans la littérature. C'est surtout l'identité du fondateur de la chapelle, le bourgeois et drapier genevois Mathieu Bernard dit d'Espagne, qui vient d'Épagny, à proximité d'Annecy, disparu en 1444, que les recherches vont permettre de confirmer. C'est Henri Blondel qui a pu avancer, qui a découvert le document décisif pour avancer l'identité de Mathieu Bernard comme commanditaire des peintures de la chapelle Tous les Saints. L'attribution des peintures à l'atelier de Yaquerio se confirme dans les années 1960. L'intervention d'un autre maître, responsable des évangélistes à l'écritoire, qui sont peints majoritairement à sec, contrairement au reste du décor peint à la fresque, fait également l'unanimité. Actuellement, la Vierge de Miséricorde et les saints de la paroi sud sont communément attribués à un étroit collaborateur de l'atelier turinois. L'intervention directe de Giacomo Yaquerio à Saint-Gervais n'est donc plus envisagée par les spécialistes. Il s'agit d'une œuvre de l'atelier et d'un collaborateur externe. Vous l'aurez compris, contrairement aux ensembles de peintures que je vous ai présentés avec le premier dossier, le décor de Saint-Gervais est de longue date considéré comme un travail d'équipe. Et qui plus est, il s'agit d'une équipe dont les membres n'appartiennent pas nécessairement au même atelier, puisque l'auteur des évangélistes à l'écritoire n'est pas un collaborateur de Yaquerio. Il est cependant possible d'affiner l'interprétation des personnalités artistiques en présence desquelles nous sommes à Saint-Gervais, et c'est pour cela que ce cas d'étude, situé à l'autre extrémité de la période d'activité de Yaquerio, m'intéresse. La récente réévaluation des personnalités actives dans l'atelier de Yaquerio permet en effet de mieux définir
qui sont les artistes qui s'associent dans la chapelle Tous les Saints. L'auteur de la Vierge de Miséricorde est sans aucun doute le maître qui assiste Giacomo Jacquerio dès ses débuts à Saint-Antoine de Renvers vers 1415. Les personnages peu sveltes, au visage lunaire et aux yeux gonflés, sont caractéristiques de la manière du premier collaborateur de Giacomo Jacquerio, tout comme les carnations blanches qui n'offrent que peu de modulation chromatique. Ces signes distinctifs se retrouvent également dans les ensembles que l'atelier réalise autour de 1430 à Saint-Pierre de Pianezza, ainsi que dans la chapelle Saint-Blaise à Renvers, dont vous voyez un détail ici au centre. Ce sont deux importants cycles peints des années 1430 que je ne vous ai pas présentés dans le détail ce soir, mais je pense que les comparaisons proposées ici sont assez parlantes quant à la stabilité stylistique du premier collaborateur de Giacomo Jacquerio. Partageant une intuition de Bernardo Gabrieli, donc le spécialiste turinois qui a étudié de manière approfondie la technique de peinture jacquérienne, je suis d'avis qu'un second collaborateur de Jacquerio intervient dans la chapelle Tous les Saints. Et on n'a plus d'image. Voilà. Je suis donc d'avis qu'un second collaborateur de Jacquerio intervient dans la chapelle Tous les Saints. Les trois figures que l'on conserve sur la paroi sud de la chapelle genevoise trahissent une personnalité distincte qui s'exprime dans une veine adoucie et privilégie des physionomies nobles et harmonieuses. Il se dégage de ces personnages une impression de calme, reposant sur les expressions recherchées qui animent leur visage. Cette manière de travailler se retrouve dans le Saint-Michel-Archange et les Saintes Catherine et Lucie à Pianezza. Vous avez ici un détail de Sainte Lucie à gauche, ainsi que dans certaines scènes de la vie de Saint-Blaise à Renvers que vous voyez au centre. C'est donc un autre collaborateur anonyme de Jacquerio qui intervient aux côtés du premier collaborateur à Saint-Gervais. Je lui ai donné le nom de commodité de maître des histoires de Saint-Blaise, comme je le disais tout à l'heure, en raison de son intervention particulièrement significative dans la chapelle Saint-Blaise. Le langage du premier collaborateur de Giacomo Jacquerio et du maître des histoires de Saint-Blaise illustre une certaine continuité dans les pratiques des associés les plus étroits de Jacquerio, leur vocabulaire ne se renouvelant que peu depuis les années 1430. Le cycle de Saint-Gervais est à ce jour la réalisation la plus tardive qu'il est possible de relier à l'atelier, dont le seul représentant documenté historiquement, Giacomo Jacquerio, est déclaré défunt quelques années plus tard, en 1453. Le chantier genevois réunit donc, autour de 1445, deux collaborateurs de Giacomo Jacquerio qui s'associent cette fois à un artiste externe à l'atelier, auquel est confiée l'exécution des évangélistes à l'écritoire, d'empreintes techniques et stylistiques très différentes. Les évangélistes à l'écritoire sont quant à eux emblématiques d'un pan de la culture figurative savoyarde qui, depuis les années 1430, court parallèlement au filon jacquérien et qui trouve, autour de 1440, de nouvelles sources d'inspiration. La composition des évangélistes à l'écritoire emprunte en effet aux peintures de Notre-Dame d'Abondance certaines de leurs composantes caractéristiques, telles que l'animation anecdotique des bâtiments avec des personnages de proportions réduites par rapport au motif central. Vous voyez ici, à gauche de l'évangéliste vêtu de rouge, un petit personnage qui sort d'une fenêtre pour tendre, je crois, un parchemin. Un peu plus haut dans le bâtiment, on voit un personnage sur un balcon qui pourrait être en train d'arroser des plantes, et un peu plus bas, un personnage qui s'engouffre dans l'édifice. Ce sont des éléments narratifs, anecdotiques, que l'on retrouve dans le cycle de Notre-Dame d'Abondance, où vous voyez ici dans le détail de la visitation le même type de composition avec un bâtiment qui est... Ça va revenir, avec un bâtiment qui est habité par de petits personnages sur la droite. La scène des noces de Cana, toujours à Abondance, rend aussi compte de ce type de travail pour animer les architectures et leur ajouter cette dimension justement anecdotique et quelque peu narrative. L'auteur des évangélistes à l'écritoire sait toutefois travailler en marge du cycle d'Abondance qu'une dizaine d'années séparent du décor de la chapelle Tous les Saints. Le caractère, disons, actualisé de l'œuvre genevoise se lie avant tout dans le rendu très détaillé des outils d'écriture qui sont disposés sur l'écritoire, qui produisent des effets illusionnistes
comparables à ceux hérités de la peinture à l'huile des primitifs flamands. Un des détails que je trouve les plus intéressants est celui du feuillet retenu par le pupitre d'un des évangélistes qui se déplie contre le rebord de l'écritoire. Vous le voyez vraiment en blanc au premier plan. Le feuillet se replie entraîné par le poids du sceau qui l'attire donc vers le bas. Puisant non seulement au répertoire du maître d'abondance ou à celui de Jean Batteur, le peintre des évangélistes à l'écritoire possède une culture figurative élargie. Son intervention aux côtés des maîtres jacquériens à Genève vers 1445 rend tout à fait compte de la vivacité du foyer savoyard dans les années où la chapelle Tous les Saints reçoit son décor. J'arrive maintenant à la conclusion de ma présentation. L'exemple de Saint-Gervais confirme que l'atelier jacquérien a résolument un visage que l'on pourrait qualifier de biface. Dans les dernières commandes qui lui sont passées du vivant de Jacquerio, le premier collaborateur continue essentiellement à proposer des formules qu'il a déjà mises en place autour de 1415. Le maître des histoires de Saint-Blaise se fait quant à lui le porteur d'une tradition figurative davantage empreinte de la sculpturalité et de la méditation du pathos qui sont emblématiques du style de Jacquerio en s'appropriant le style du maître d'atelier de manière progressive, mais dans une veine un peu plus apaisée. La combinaison de ces deux sensibilités conditionne durablement l'identité de l'atelier turinois, du moins pour la saison de son activité qu'il nous est donné de connaître, soit de 1415 à 1445 environ. Que l'on considère les années où Jacquerio fait équipe avec le maître qui le seconde dans le chœur de Ranvers, ou que l'on se penche sur la période plus tardive des campagnes de la chapelle Saint-Blaise et de Saint-Gervais, lors desquelles c'est le maître des histoires de Saint-Blaise qui assure, avec le premier collaborateur, la réalisation des commandes confiées à l'atelier, des combinaisons formelles constantes émergent. La permanence de celles-ci est, selon moi, à interpréter comme la preuve qu'elles sont en mesure d'offrir une réponse toujours en adéquation avec les exigences d'une clientèle variée qui confie encore à l'atelier de Jacquerio des commandes aussi prestigieuses que le décor de la chapelle Tous les Saints. Ma proposition, au terme de cette recherche, serait de mettre à contribution le réajustement de focale induit par l'identification de collaborateurs d'atelier. De passer en somme du général au particulier, de la place de l'atelier jacquérien dans l'art savoyard du XVe siècle à la composition de cet atelier. La priorité a longtemps été donnée, et à juste titre, dans une première phase de la recherche, à l'établissement de parallèles entre les œuvres qui aujourd'hui sont attribuées à Jacquerio et à la production des cours des royaumes, de diverses cours du royaume de France. On a par exemple souvent tenté de tisser des liens entre les œuvres de Jacquerio et la production de la cour du duc de Berry à Bourges. J'ai moi-même pu proposer une comparaison entre les anges musiciens de Genève et un vitrail de la cathédrale de Bourges qui comporte lui aussi un concert des anges. Je vous montre ici l'intégralité du vitrail. Donc, la partie inférieure du vitrail date du XIXe siècle, ce n'est que la partie supérieure qui nous intéresse avec tous ces anges musiciens. Des comparaisons ont aussi très régulièrement été établies entre l'art de Giacomo Jacquerio et celui de Klaus Sluter, notamment entre les prophètes de la fresque signée et le puits de Moïse de la Chartreuse de Champmol. Ces comparaisons permettent assurément de mieux comprendre l'identité stylistique de Jacquerio et de repositionner cet important protagoniste de l'art savoyard dans le contexte au sein duquel il a été actif, en réenvisageant même son itinéraire artistique. J'ai proposé, par exemple, d'envisager que Jacquerio soit allé à Bourges, qu'il ait directement vu certaines œuvres produites à la cour du duc de Berry. C'est une hypothèse qui avait déjà été soulevée, mais j'ai essayé de la renforcer, car je pense qu'il y a suffisamment d'indices allant dans ce sens-là. Mais donner la place qu'il mérite aux collaborateurs directs de Jacquerio reflète la polyvalence de l'atelier et son intérêt pour les commanditaires. La multiplicité des intervenants dans l'atelier offre autant de liens à créer entre l'atelier justement et les artistes contemporains qui circulent dans le duché de Savoie et dans ses environs, ce qui est gage d'un potentiel encore très intéressant pour ce sujet de recherche déjà centenaire. Je vous remercie de votre attention.